Économie de Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, que viennent chercher les États-Unis en Afrique? Mi-fils prodigue, mi-grand frère d'Amérique. Barack Obama était au Kenya ce week-end avant de gagner l'Éthiopie. Que propose-t-il à un continent en pleine croissance mais qui n'a jamais semblé constituer sa priorité? Gros plan dans un instant. Et puis les nouveaux modes de financement au service des réfugiés syriens. Au Liban, c'est par le biais du crowdfunding, le financement participatif, qu'une ONG tente de venir au secours d'une population démunie et traumatisée. Les 120 000 $ collectés peuvent sembler dérisoires, mais ils sont déjà, vous le verrez, synonymes d'espoir. On verra cela tout à l'heure, après aussi un passage par la bourse de Shanghai. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On ouvre avec l'essentiel de ce qui fait l'actu écho de ce lundi. Et d'abord l'annonce d'un projet de partenariat stratégique multimédia entre Patrick Drahi, président fondateur d'Altis, propriétaire notamment de SFR Numéricable, et Alain Veil, PDG fondateur et principal actionnaire de Next Radio TV, la maison mère de BFM TV. Les deux parties seront associées dans une co-entreprise dont Alain Veil détiendra 51% du capital ainsi que la présidence. Et cette société, une fois créée, déposera une OPA pour environ 600 millions d'euros sur l'ensemble des titres du groupe Next Radio TV avec une surcote de 30%. Alain Veil pilotera ainsi l'ensemble des activités médias du groupe Altis qui possède entre autres la chaîne d'information internationale i24 News. En France, toujours, les agriculteurs ne décolèrent pas. Ils ont érigé dès la nuit dernière des barrages aux frontières avec l'Allemagne et l'Espagne pour dénoncer une fois de plus la concurrence déloyale selon avec le reste de l'Europe. Plusieurs centaines de camions chargés en produits agroalimentaires étrangers ont été refoulés. Et malgré les mesures annoncées par les autorités, l'action devait se prolonger jusqu'en fin de journée. Des nouvelles de la Grèce, les représentants des créanciers du pays entamaient ce lundi à Athènes les discussions avec les autorités sur un nouveau prêt, le troisième, 82 milliards d'euros sur 3 ans. En échange, on sait d'une nouvelle série de coupes budgétaires. Il faudra trouver un accord avant le 20 août, date à laquelle la Grèce, dont les caisses sont vides, devra rembourser plus de 3 milliards d'euros à la BCE. Je suis curieux de savoir si nous aurons un résultat final le 20 août. Je ne pense pas que nous et les différentes parties continueront à être si irréconciliables. Le gouvernement de Tsipras n'est pas un gouvernement fondé sur le marché. C'est un gouvernement attaché davantage à l'économie publique. En bref, l'Asie est la fin d'une époque pour Mitsubishi. Le 6e constructeur automobile japonais ne produira plus de véhicules aux États-Unis. Décision prise alors que son usine dans l'Illinois n'assemble plus que 70 000 SUV par an, contre 200 000 au début des années 2000. Le groupe espère trouver un repreneur pour son site. 900 emplois sont concernés. La marque aux 3 diamants veut désormais se recentrer sur l'Asie et la Russie. Nous sommes parvenus à cette conclusion parce qu'il est devenu clair que nous ne disposons pas du volume nécessaire de production et qu'il n'est pas logique économiquement de maintenir une base aux États-Unis. Cette fois, notre décision n'a rien à voir avec les niveaux de taux de change. Elle est basée sur le fait que le fonctionnement de cette usine, au vu des économies d'échelle actuelles, est difficile. Et puis une opération majeure dans l'univers du médicament. Le groupe pharmaceutique israélien Teva, basé à Jérusalem, numéro 1 mondial des génériques, a confirmé tout à l'heure qu'il rachetait l'activité générique des laboratoires américains Allergan, connus pour leur fameux Botox. Montant de l'opération, 40,5 milliards de dollars. Les marchés financiers, et ce n'est pas une chute, c'est une débâcle. Moins 8,48% à la clôture ce lundi pour la bourse de Shanghai. On pensait l'hémorragie de ces dernières semaines oubliée, moins 30%, on s'en souvient, en 3 semaines, avant l'intervention musclée des autorités. Mais apparemment, les lois du marché sont plus fortes que l'interventionnisme. Bonjour Eric Lewin, pourquoi ce nouveau plongeon spectaculaire ? Oui, David, la bourse de Shanghai a perdu 8,5% ce matin, avec de très mauvaises nouvelles concernant l'économie chinoise, notamment un secteur manufacturier chinois qui atteint son plus bas niveau depuis 15 mois avec un indice en fort recul. De même, les bénéfices des entreprises chinoises ont reculé de 0,3% sur un an. Et ça, c'est une bien mauvaise nouvelle. On ne devrait pas avoir ce fameux niveau des 7% de croissance chinoise, même si le gouvernement
table encore sur 7%, on devrait avoir plutôt une croissance de 6,5%, ce qui devrait bien évidemment peser sur la consommation. D'ores et déjà, les résultats des entreprises européennes qui sont publiés sont bons, mais ils indiquent quand même un ralentissement en Chine. C'est le cas par exemple de Valeo, l'équipementier français qui a publié de bons résultats ce matin, mais qui est en baisse en raison d'inquiétudes sur l'économie chinoise. Donc attention, la Chine pourrait vraiment être le catalyseur des marchés au cours du premier semestre. Alors, on imagine très bien la Chine faire paniquer les grands marchés mondiaux, ça semble déjà être le cas. Merci Eric. La tournée africaine de Barack Obama, on y vient, inédite, historique. Le chef de la Maison-Blanche, on l'a dit, est en Éthiopie jusqu'à demain. Juste avant, il s'est donc rendu au Kenya, pays de son père, pays qui, parmi ses nombreux atouts, affiche le plus gros PIB d'Afrique de l'Est et où il a tenté clairement d'insuffler un nouvel élan en relation entre Washington et le continent noir. Pourra-t-il faire rattraper le retard de son pays sur la Chine dans la région? On regarde d'abord ce sujet de Johanna Citruc. C'est la 4e fois qu'il se rend dans le pays de son père, mais la première en tant que président. Barack Obama est arrivé vendredi à Nairobi. Une visite sous haute sécurité, consacrée à la lutte antiterroriste et à l'économie. Au programme notamment, un discours devant les 3000 participants du sommet mondial des entrepreneurs. Je voulais être ici parce que l'Afrique est en marche. L'Afrique est l'une des régions du monde à la plus forte croissance. Les gens sortent de la pauvreté, les revenus sont en hausse, la classe moyenne croît. Et les jeunes gens comme vous exploitent les technologies pour changer la façon dont l'Afrique fait des affaires. Malgré la menace djihadiste, le Kenya est aujourd'hui la première économie d'Afrique de l'Est. Et selon la Banque mondiale, cette année, son PIB devrait augmenter de 6%. Un marché prometteur dont Washington n'a pas l'intention de se priver. Ça signifie plus de croissance et de commerce. Ça crée des emplois dans nos pays. C'est bon pour nous tous. Ce continent a besoin d'être un futur pôle de la croissance mondiale et pas seulement de la croissance en Afrique. En effet, le Kenya dispose de nombreux atouts, comme son textile ou son agriculture. Et l'année dernière, les investissements directs étrangers ont dépassé la barre du $1 milliard, notamment grâce aux découvertes de gaz et de pétrole. Un dynamisme dont le président américain pourrait devenir l'ambassadeur. Quand vous rentrerez chez vous, et donc que vous voyagerez à travers le monde, dites à ceux que vous rencontrez ce que vous avez vu ici, au Kenya. Partagez vos expériences et dites-leur que l'Afrique est ouverte et prête pour les affaires. Un espoir largement partagé par la population. Il fait la promotion du Kenya dans le reste du monde, l'image d'un pays qui est propice à l'investissement. Seul bémol dans la relation américano-kenyane, les échanges commerciaux. À peine $2,2 milliards en 2014. Un chiffre qui reflète la faiblesse générale des affaires entre les États-Unis et l'ensemble du continent. Et ce, malgré la mise en place en 2000 de l'AGOA. C'est une loi qui offre aux pays d'Afrique subsaharienne un accès préférentiel au marché américain. Début juillet, Barack Obama a signé son renouvellement pour 10 ans. Une loi critiquée par certains car elle profite surtout aux pays exportateurs de pétrole. On va retrouver notre expert des économies africaines, Thierry Barbeau. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez entre autres le site info-afrique.com. D'abord, est-ce que vous partagez l'analyse, le diagnostic de Barack Obama sur le potentiel, les atouts et surtout peut-être les lacunes aussi de cette économie kenyane globalement? Alors oui, effectivement, il véhicule un message très fort au niveau de la population en lui demandant de prendre son destin en main. Je crois que la population l'a déjà un peu prise. Le pays est reconnu dans le monde comme étant par exemple le recordman du mobile banking avec 30% du PIB réalisé par transactions mobiles. Et puis c'est un hub des nouvelles technologies avec un fort entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on a même des marques américaines qui viennent vendre dans les pays, dans le Kenya par exemple avec Yes Mobile. Donc c'est vraiment un essor très important. Donc un pays qui fait la part belle au high-tech. Il y a quand même toujours ce problème de la corruption. C'est un vrai problème, vous pensez? Un obstacle à l'investissement peut-être? Alors effectivement, il y a deux points noirs. C'est effectivement ce cas endémique de corruption qui est présent là aussi dans les différents pays qu'a vu la tournée de Barack Obama. On a la corruption et puis on a ces attentats, cette prise d'otage qui a eu lieu il y a 1 an et puis cette attaque dans cette université qui a fait 150 morts à Garissa. Donc on a des points noirs sécuritaires mais qui touchent des zones
des zones enclavées qui ne représentent pas la force économique du pays. Alors Obama, c'est plus de 6 ans à la Maison-Blanche. On a eu droit aux grands dossiers internationaux, mais on n'a jamais eu l'impression que l'Afrique était pour lui une priorité. Est-ce que cette tournée vise aussi à combler l'écart, le retard de l'Amérique sur la Chine, qui, elle, on le sait, elle est très active sur le continent? Alors effectivement, mais historiquement, les États-Unis avec Reagan avaient fait de Mobutu en République démocratique du Congo l'homme le plus riche du monde avec le cours du cuivre. Aujourd'hui, les marchés se sont effondrés. Les États-Unis sont sortis un peu du marché africain pendant à peu près 20 ans, depuis les années 90. Barack Obama s'est concentré sur la politique américaine et sur la croissance. Aujourd'hui, il se tourne vers l'Afrique. Il pense aussi peut-être à l'après-mandat avec son programme Power Africa, destiné à électrifier le continent africain. Donc c'est peut-être un remaniement de stratégie d'implantation, mais aussi de projet post-mandat. Alors justement, on a vu un Barack Obama qui s'est voulu à la fois partenaire et conseiller, voire pour certains donneurs de leçons. Quels sont les arguments des États-Unis pour séduire l'Afrique aujourd'hui? Des arguments peut-être politiques, économiques, militaires, on l'a vu aussi, et puis culturels? Alors tout à fait, culturel un petit peu moins, politique bien sûr, c'est quand même une notion de grande stabilité, c'est aussi peut-être un partenaire, comme vous l'évoquiez, économique de développement pour l'Afrique avec la Chine et moins avec les pays européens qui ont moins pris pied dernièrement en Afrique. Mais en tout cas, c'est un potentiel très important. Aujourd'hui, depuis 2 ans, je dirais, il y a eu un cap qui a été remis sur l'Afrique. Et puis, les États-Unis luttent activement contre le terrorisme, contre les Shebabs, historiquement depuis les années 2000 sur la partie Somalie et donc Éthiopie. Et puis au Nigeria, puisqu'il y a plus de 100 forces spéciales déployées depuis de longues années pour lutter contre le phénomène Boko Haram. Donc sécurité, économie, infrastructure. Ouais. Alors un mot aussi sur l'Éthiopie. Est-ce que ce pays peut devenir un modèle de croissance, 9% on le sait ces dernières années, et aussi de développement malgré ses modestes ressources naturelles pour le reste de l'Afrique? Alors oui, ça touche là aussi le sujet Power Africa du plan d'électrification de l'Afrique de Barack Obama, avec l'énorme projet hydroélectrique pour fournir en électricité tout le pays qui est actuellement en construction sur le Nil. Ensuite, l'Éthiopie est déjà un hub de l'aviation africaine avec Ethiopian Airlines. Il distribue tout le continent, donc ça reste un point fort. Et puis là aussi, c'est un hub de business avec une croissance forte, un pays qui est réputé maintenant pour être stable et qui fait partie du traité de libre-échange des 26 pays, qui représente 900 milliards. Merci beaucoup Thierry Barbeau pour ces explications. Allez, second dossier, vous connaissez sans doute le crowdfunding, le financement participatif qui consiste à faire appel aux donations privées, y compris les plus modestes et souvent via Internet pour réaliser bien sûr des projets. Eh bien la formule s'applique aussi aux bénéfices des plus démunis. C'est ce que tente de faire une ONG libanaise qui vient au secours de plusieurs milliers de réfugiés syriens. Julia Grossman nous en dit plus. C'est dans ce bâtiment, à Beyrouth, que se trouvent les locaux de Basma et Zetouné. Cette ONG vient en aide aux réfugiés syriens. Environ 3000 familles du camp de Shatila. Sa particularité ? Pour collecter des fonds, elle s'est mise au crowdfunding. Et c'est via son site que les internautes peuvent participer. Le financement externe des ONG a beaucoup diminué pour les projets sur le terrain, en particulier à Beyrouth. Après les 4 ans de guerre en Syrie et la complication des crises dans le monde entier, l'importance de la région est devenue en quelque sorte secondaire. Alors 5 de nos 10 projets risquent d'être arrêtés. L'organisation offre une assistance médicale à ces réfugiés souvent traumatisés. Elle propose également des cours pour les enfants, pour leur apprendre à lire et à écrire, mais aussi des leçons d'art et d'informatique. Mes amis m'ont parlé de cette école et m'ont dit que c'était très bien. Nous nous amusons beaucoup et nous apprenons beaucoup aussi. Je viens donc ici pour apprendre et pour m'amuser. Les professeurs jouent à des jeux pour nous aider à apprendre. Nous sommes très heureux dans cette école. La semaine dernière, l'ONG a atteint son objectif. Récolter 120 000 $ pour assurer la continuité des programmes. Une goutte d'eau dans l'océan. Car selon l'ONU au Liban, plus de 500 000 réfugiés syriens vivent dans des conditions insalubres. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. C'est l'heure du Media Watch. Et la revue de presse qui se penche aujourd'hui sur cet incroyable scénario imaginé par Yanis Varoufakis en Grèce. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. Alors on va parler de ce plan B, l'ancien ministre des Finances qui avait prévu avant les élections de pirater son propre ministère.
Oui, d'après le quotidien grec Ekatimerini, avant même l'arrivée de Syriza au pouvoir, Yanis Varoufakis avait tout prévu, un plan B pour gérer la crise, au cas où la BCE aurait stoppé son aide d'urgence aux banques du pays. L'ex-ministre des Finances voulait transférer directement les fonds des contribuables, autrement dit leurs charges, leurs impôts, vers les organisations ou les entreprises auxquelles l'État devait de l'argent, ce qui aurait donné naissance à un véritable système bancaire parallèle. Le problème, c'est qu'une fois arrivé au pouvoir, Yanis Varoufakis se rend compte que la direction générale des impôts est sous le contrôle d'un représentant de la Troïka, mais il veut quand même tester son système. Et pour cela, il aurait envisagé de pirater la plateforme de l'administration fiscale afin d'accéder non pas au fond de tous les contribuables grecs, mais uniquement aux siens. Un plan B pour le moins audacieux. Finalement, que s'est-il passé, Joanna ? Eh bien, rien du tout. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras, qui au début était partant, a préféré renoncer. Et après le référendum du 5 juillet, Yanis Varoufakis a été contraint de démissionner. Ministre encombrant. Et puis un mot de Pearson, l'éditeur britannique qui souhaite vendre maintenant ses parts du groupe The Economist. Déjà jeudi dernier, le numéro mondial de l'édition annonçait la vente du Financial Times. Cette fois, il veut céder sa part de The Economist Group, qui comprend notamment le magazine du même nom. Il s'agit d'une participation à hauteur de 50%. Ça représente environ 400 millions de livres, quasiment 620 millions de dollars. L'objectif de Pearson est de se recentrer sur ses activités dans le domaine éducatif. Et pour ce qui est de l'identité du repreneur, plusieurs noms circulent dans la presse. Pour l'instant, rien n'est décidé, mais un accord devrait être conclu cet été. Tractation en cours. Merci Joanna et à demain. À demain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. La Chine notamment au programme. Et l'info continue. Restez avec nous.